around, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. En fait, Pauline, elle a les idées et moi, je paie. Le premier soir, déjà, qui va payer la note, c'est déjà une façon de poser la question de l'argent dans le couple. Ça devrait être l'homme qui devrait inviter sa femme. L'argent parle de nous en permanence. Quand on aime, on ne compte pas. L'argent, ça me casse les pieds dans ce couple pourri, là. Dilapider son argent dans des futilités, pour moi, je trouve que ça serait presque lui manquer de respect, au fait. C'est travail, moi je dépense. Vie en couple, c'est pour vivre ensemble, donc c'est pour tout partager, pour le meilleur et pour le pire. Forcément, l'argent va créer des difficultés. Si tu retires de l'argent, tu vas le dépenser, donc autant le laisser à la banque. C'est mon argent. Le fait que t'as pas d'argent, ça coupe tout. Je me sens impuissant, en fait. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Zone Interdite. Vous connaissez le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. Mais peut-on vraiment s'aimer sans compter? L'argent dans le couple, c'est le sujet de notre soirée. Aujourd'hui, 2/3 des conjoints partagent tout dans un seul et unique compte commun. C'est même le système le plus utilisé par les couples mariés ou par ceux qui ont des enfants. Et pour les autres, on va dire que c'est un peu la gestion à la petite semaine. Qui de l'homme ou de la femme paie la baguette de pain, les factures d'électricité ou les vacances? Et jusqu'où certains couples vont-ils? Ce soir, vous découvrirez par exemple Katitsa, l'économe, Marc, qui vit mal de gagner moins que sa compagne, ou Paula, la femme au foyer, qui elle veut retourner au travail. Et vous comprendrez pourquoi l'argent peut vite devenir dans un couple la principale source de dispute. Car aussi étonnant que ça puisse paraître, sachez-le, depuis la loi de 1965 seulement, les choses ont changé. La femme peut aujourd'hui gérer ses biens, ouvrir un compte en banque et même exercer une profession sans l'autorisation de son mari. L'argent dans le couple, comment bien le vivre ? Comment se sentir à la hauteur de l'autre? On se retrouve après ce film d'Esther Goldman, de Benoît Cresson, pour TAC Presse et pour Zone Interdite. Très belle soirée, à tout à l'heure. À Wormhout, dans le nord de la France, tous les matins, c'est le même rituel. Nous sommes chez Katitsa et Vincent. Tu veux un café, Kat? Non, merci. Tu regardes encore les comptes? Oui, t'as qu'à venir, tiens. Ouais. Ils sont mariés depuis 10 ans. À l'heure du petit déjeuner, Katitsa vérifie son compte bancaire. Elle inspecte aussi celui de son époux et comme souvent, il va passer un mauvais quart d'heure. Et par contre, j'ai vu que t'avais fait un retrait, là. Oui, c'est pour avoir un peu de liquidité. Ouais, mais t'as dépensé? Un peu. Il y a la cantine d'Hugo qui est partie, 4 €. C'est pas une excuse, ça, je suis désolée. Hugo va à la cantine une fois tous les 36. Bref, t'as pas besoin de sous. De toute façon, si tu retires de l'argent, tu vas le dépenser, donc autant le laisser à la banque. D'accord? Tu vas pas m'embêter pour 20 €. Oui, mais bon, 20 € et 20 €, ça fait 40 €, plus 20 €, plus 20 €. Bien sûr. C'est bon, tu as fini? Oui. Allez, à tout à l'heure. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Avec Katitsa, ça ne rigole pas tous les jours quand on parle d'argent. Comme dans la majorité des couples en France, c'est madame qui gère au quotidien l'argent de la famille, d'une main de fer. Quand vous vérifiez les comptes, vous vérifiez quels comptes? Tous les comptes. Tous les comptes. C'est pour avoir... Non, mais de toute façon, pour bien gérer, il faut que ce soit une personne qui s'en charge. Parce que comme ça, il n'y a pas de souci. Je sais exactement ce qui rentre, ce qui sort. Et puis bon, je gère le compte de Vincent, enfin, je gère son compte. Je fais attention, quoi. Ça m'agace vraiment. C'est quelque chose qui est difficilement compréhensible quand on n'a pas trop à se plaindre en plus. Je peux me permettre, entre guillemets, de retirer 20 €, même par semaine. C'est pas pour dépenser dans n'importe quoi, c'est pour la vie familiale, pour acheter du pain, par exemple, pour la cantine des petits, voilà, pour des choses... Et puis c'est mon argent. Dans un couple, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Entre les deux partenaires, il y a un invité permanent, l'argent. Un couple, il se rend compte, ils sortent au restaurant le premier soir, déjà qui va payer la note, c'est déjà une façon de poser la question de l'argent dans le couple, et ça n'arrête plus par la suite. Gagner, payer, emprunter, rembourser. Qui paye quoi? Comment être équitable quand chacun ne gagne pas le même salaire? Faire ses courses? Acheter une maison?
ou s'offrir le mariage d'une vie. Quand on s'aime, c'est presque facile, tout va bien. En fait, Pauline, elle a les idées et moi, je paie. Mais quand surgissent les premières tensions, amour et argent ne font pas toujours bon ménage. Bon, on a passé une bonne soirée, on va pas se disputer pour une addition. Non, on se disputera pas, il y a hors de question. Quand on aime, on ne compte pas. Sauf que cette phrase, on l'entend dans nos bureaux au moment des mariages, on l'entend plus du tout au moment des divorces. Un couple sur 3 ne se dit pas toute la vérité en matière d'argent, et 1 sur 10 cache même un compte secret à son conjoint. L'argent est un sujet tabou dans le couple comme il est un sujet tabou dans la société. L'argent, c'est aussi un instrument de séduction ou de domination. Pour moi, le pouvoir de l'argent, il existe. Et voilà, moi, je me verrais mal, toutes les semaines, tu me donnes une petite enveloppe, tiens, t'as le droit de dépenser tant, merci, quoi. Non, merci. Révélateur de frustration cachée, l'argent peut parfois faire exploser le couple. Le fait que t'as pas d'argent, c'est le fait qui te rend complètement coincé de la tête, le fait de frustrer et que ça coupe tout. C'est parce qu'on s'imagine qu'on ne compte pas qu'on a des problèmes. Parce qu'en fait, on compte inconsciemment. Pourquoi est-ce plus souvent madame qui gère le budget du ménage? Combien chacun est-il prêt à dépenser pour les vacances? Autant de questions de petits et de gros sous qui se posent tout au long d'une histoire d'amour. Avec l'aide de 4 spécialistes, nous avons enquêté sur ce sujet tabou et intime, l'argent dans le couple. Notre enquête commence dans le Nord. Katitsa a 38 ans, elle est bibliothécaire et gagne 1 300 € par mois. Ancien commercial dans la grande distribution, Vincent, 40 ans, est au chômage depuis 1 an. Il touche 1 500 € des ACDIC. Ils ont 3 enfants, Hugo, 13 ans, Marie-Lise, 6 ans, et Titouan, 5 ans. Et monsieur et madame n'ont pas du tout le même rapport à l'argent. C'est pas trop le bazar? Dans cette famille, les enfants ont chacun leur chambre et tout le monde semble heureux. Alors, faudra ranger un petit peu quand même, Alice, ça va. Vincent et Katitsa ont chacun un compte bancaire personnel séparé, comme un couple sur 5 en France, selon une étude de l'INSEE. Mais en réalité, dans ce couple, c'est la mère de famille qui tient les cordons de la bourse. Et Vincent n'a quasiment pas son mot à dire. Gérer l'argent du ménage, ça commence avec les actes les plus banals de la vie quotidienne. Et d'abord avec les courses. Dans cette famille, comme dans beaucoup d'autres, la mère commence par un repérage minutieux des meilleures promotions de la semaine de l'hypermarché du coin. Poulet. Ah oui, 4,89. 84 jours d'élevage minimum. 84, 87, 89 le kilo. Ouais, là, ça va un peu. Jusque-là, rien d'anormal. Non. Non. Sauf que pour Katitsa, impossible d'acheter un produit s'il n'est pas soldé. C'est beaucoup les promotions qui font qu'on va avoir une telle marque de yaourt ou une autre. Oui, voilà. Donc en fait, on ne fait pas en fonction du yaourt, on fait en fonction du prix. Oui, voilà. C'est beaucoup les promotions qui font le choix. Voilà. Vincent semble se soumettre volontiers à cette règle d'airain. Et tant pis pour lui si ses yaourts favoris ne sont pas en promo. Il n'y a pas. Après des petits pois carottes. Une fois les bonnes affaires repérées, direction l'hypermarché. Et là, c'est le début d'un long marathon qui nécessite des trésors de patience pour Vincent. Faire les courses avec Katitsa peut prendre plusieurs heures. Dans chaque rayon, elle examine les étiquettes à la loupe. Bonjour. Vincent lui pousse le caddie. Sans broncher pour commencer, mais ça ne va pas durer. Ce soir-là, des amis viennent dîner à la maison. Katitsa a prévu une raclette, mais elle est embarrassée. Alors, la raclette. Il n'y a pas de promo sur le fromage. C'est quand même 5,50 € le kilo, hein, ça. Là, c'est 7,90 €. Ça fait quand même super cher. Vincent commence à perdre patience. On va rester 2 heures pour... Bah oui, mais bon. Et ça peut durer longtemps comme ça? Oui. Oui. Là, oui, pour 2 €, oui. Finalement, elle se rabattra sur la raclette premier prix. Acheter les produits les moins chers aura pris ce jour-là près de 4 heures. Et ce n'est pas fini après avoir dépensé l'argent du ménage. Maintenant, il faut ranger. Cela fait des années que Katitsa chasse les promos. Nous découvrons une ménagère prête à tenir un siège. À force de vouloir faire des économies, la mère de famille achète beaucoup trop. Alors en plus, il faut après que les dates soient visibles, parce qu'il faut faire la gestion aussi. Il suffit pas d'acheter, il faut pas que ce soit périmé non plus. Donc on fait toutes les lessives qui sont là. Voilà. Lessives. Là, ça fait 2 ans qu'on en a pas acheté. Les gels douche. Ouais. Hop. Donc il faut bien ranger.
Elle chasse les promos et après elle chasse la place pour stocker les promos. Voilà. Faut-il s'inquiéter quand l'argent du ménage se transforme en un amoncellement de provisions dans un placard? Être trop économe peut-il mettre en danger le couple? Nous avons interrogé Nathalie Cariou. Elle est coach financier et a l'habitude de recevoir dans son cabinet ce genre de couple. Si la personne est radin, c'est probablement qu'elle est très très en contact avec la peur, et notamment avec la peur de manquer. Donc si elle a des comportements de thésaurisation, de garder, de ne pas dépenser, c'est probablement avec une certaine peur et pour assurer la sécurité de la famille. Ça, c'est le bon côté de la chose. Mais par contre, si cette personne impose son emprise sur l'ensemble de la famille, c'est juste invivable et très très difficile de pouvoir fonctionner au quotidien pour se faire plaisir, pour s'offrir des vacances, si on est en face de quelqu'un qui ne peut pas lâcher. Effectivement, pour Vincent, le mari de Katitsa, ce n'est pas toujours facile à vivre. Surtout quand sa femme se met en tête de brider ses ardeurs dépensières. Quand je mets quelque chose dans le caddie, elle le remet. Enfin, ça pose jamais de problème. Il y a quelques tensions de temps en temps, mais ça c'est vite. Ça s'arrête très rapidement, on est vite d'accord, parce qu'elle trouve les bons moyens d'arrêter. C'est quoi les moyens? La discussion. Mais elle reporte l'achat en général. Oui. Elle va dire, bon, on verra plus tard. Mais même avec les enfants, je fais ça, je dis, on verra. On verra. Je m'y suis fait, donc je deviens un peu comme elle. Katitsa n'a pas toujours été aussi économe. Avec Vincent, ils se sont rencontrés il y a 20 ans, puis ils se sont mariés 10 ans plus tard. À l'époque, ils avaient 2 salaires et s'offraient alors beaucoup de voyages à l'étranger. Tout a basculé lorsque le couple a eu son premier enfant. Le mot d'ordre de Katitsa est alors devenu « économie ». J'ai toujours en fait peur de l'avenir. Je me dis toujours, c'est difficile de faire des économies, mais par contre, on peut malheureusement facilement se retrouver sans économie. Donc c'est vrai que je gère vraiment tout. Je laisse pas beaucoup de place pour l'imprévu. La vie est faite comme ça. Aujourd'hui, tout va bien, demain, on ne sait pas. Et donc, il faut penser aujourd'hui pour éviter les gros imprévus et pas savoir faire face demain, quoi. Grâce à ça, quelque part, on a réussi à avoir une maison. Puis, ça a permis aussi d'avoir un niveau de vie assez correct. Vincent reconnaît que sa femme tient bien les cordons de la bourse. En plus de leur maison achetée à crédit, elle a réussi à mettre de côté 30 000 €. Mais cette jolie cagnotte, elle refuse de puiser dedans pour se faire plaisir, même si c'est pour partir en vacances avec ce couple d'amis. Bonjour Vincent, ça va? Ça va? Vous nous avez pressé, hein? Ouais? On va en vacances. Ils avaient prévu de se rendre tous ensemble au sport d'hiver, mais Vincent voit le projet auquel il tenait tant lui filer sous le nez. Non, mais là, bon, c'est une année un peu compliquée avec Vincent et son boulot. Enfin, son absence de boulot. Donc, on a préféré, enfin, j'ai préféré, parce que Vincent, il aurait préféré y aller, mais là, non. La situation n'était pas si critique. Bah, si, quand même. Ah, apparemment, si. Hein. Si, parce qu'en fait, il aurait fallu prendre dans les économies et tout ça, donc comme Tout le monde fait comme tout le monde pour les vacances, en même temps. Mais non. Il faut garder, voilà, c'est ça. Oui, mais non, mais ça, oui. Mais elle n'a pas le même raisonnement. Hein. Vous seriez parti, vous, Vincent? Moi, je serais parti, bien sûr. Étant disponible, et comme elle dit si bien, on a des économies, on peut piocher un petit peu dedans. Il n'y a pas ça. Voilà, non, mais c'était le moment aussi de se retrouver en famille avec les enfants et tout. Donc c'est vrai. Donc, Oui, mais encore une fois, il n'est pas malheureux, franchement. Katitsa assume, Vincent encaisse. Il n'a pas pris le risque de se disputer avec sa femme pour une histoire d'argent. À votre départ? Ouais. Allez, santé. Revenez-nous en forme, hein. Pourtant, dans la majorité des couples en France, l'argent pose problème. Selon une étude de la Sofres, près de 9 Français sur 10 considèrent que les questions d'argent créent des tensions dans leur couple. Pire, un ménage sur 2 admet que l'argent est une source de conflits graves. C'est même la seconde cause de divorce en France après l'infidélité. Alors pourquoi l'argent devient-il un jour un problème entre un homme et une femme? Nous allons le découvrir près d'Avignon. Marina a 42 ans, elle est esthéticienne et gagne 3 600 € par mois. Elle est divorcée, elle a 2 enfants. Il y a 7 ans, elle a rencontré Marc, 44 ans. Manutentionnaire, il travaille de nuit et gagne 1 500 € net par mois. Lui aussi divorcé, il est père d'un enfant.
Marc s'est installé dans la maison de Marina au milieu des vignes. Il paye la moitié du loyer et une partie des charges. Même s'il fait régulièrement ses comptes sur un petit cahier, il se retrouve souvent dans le rouge. Donc depuis le début du mois, ouais. Donc le loyer, les 800. Le fioul, 235. La pension alimentaire, 150 €. L'assurance, 105. Il y a eu des courses, 57,36 €. Une fois le gasoil à 32 €. Un emprunt de 35 €. 2 téléphones SFR, moi et mon fils, ça fait 55 €. Et divers, donc entre autres les courses aussi, 40 €. Donc ça me fait un total de 1575 € qui sont sortis ce mois-ci. On n'est même pas à la moitié du mois, non? Ah non, on n'est pas à la moitié du mois encore. Ouais. Et il vous reste beaucoup d'argent? Non, il me reste 3,64 €. Travaillons plus, on fait plus. Marina rentre du travail avec une contravention, mais Marc n'est pas avare de petites attentions pour lui remonter le moral. Alors tes ongles, comment ils sont? Je trempe ça. Ah, c'est joli, ça l'aime bien. Voilà. On va aller travailler maintenant. Ouais. On va aller faire des soins. Je te fais un café? Je veux bien, oui. Allez. À première vue, leur ménage semble harmonieux. Mais avec 3 600 € net par mois, Marina gagne presque 3 fois plus que Marc. Et cette différence de salaire crée entre eux de sérieuses tensions. À chaque fois qu'ils abordent le sujet, ça dégénère. Toi, tu peux pas me comprendre et moi, je peux pas te comprendre quelque part. Mais C'est clair que... vivre comme ça, quand t'es en couple, t'es obligé de c'est tout. Tu penses pas toi d'un côté et l'autre de l'autre. Je veux dire, si toi demain tu gagnes le salaire que moi j'ai par exemple, et si moi je gagne le tien, je veux dire, tu parles couple, je comprends pas. Alors, Bah oui, mais écoute, j'essaie de faire le mieux que je peux aussi. Il faut le faire avec son budget. Bah, il faut le faire avec son budget. Bah, si je le fais avec mon budget, on va pas faire grand-chose alors. Non, mais si. Il a du mal à cacher son amertume. Selon le psychiatre Serge Effez, une femme qui gagne plus que son conjoint bouleverse les codes qui régissent l'image traditionnelle de l'homme et de la femme. Quand c'est la femme qui gagne plus que l'homme, là, on est vraiment dans un télescopage de représentation. C'est-à-dire que, à la fois, on peut avoir une vision très égalitaire, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, justement, les rôles masculins et féminins sont plus si différenciés, donc tout ça est très, très, très acceptable et va se répartir différemment dans le couple. Mais bien souvent, ça se heurte à des représentations plus traditionnelles de la virilité, de la masculinité, de la domination, de la protection, disons, des hommes sur les femmes. Et là, c'est insupportable, souvent pour les hommes et parfois pour les femmes. Je suis pas vénale, contrairement aux apparences. Dire les choses, il faut qu'elles viennent du cœur. Quand tu n'es pas capable de sourire ou d'être agréable. J'apporte pas assez dans la maison. Mais pourquoi t'as pas assez besoin de toi, moi? Toi, si t'avais plus d'argent, ça veut dire que tu m'aimerais plus. D'abord, ne serait-ce qu'un homme à la maison, ça vaut plus que de l'argent. Dans la mesure où l'homme, il te rend heureuse. Ils ne sont pas frustrés par rapport à son argent. Donc, pas de sourire, ignorer, toujours le stress des sous. On s'en fiche, il faut vivre dans la vie. Un petit mot d'amour, ça se paye pas, un mot. Je t'aime, ma chérie, t'es la meilleure femme du monde. Bernard Prieur est psychiatre et thérapeute de couple. Pour lui, comme le dit Marina, un geste ou un petit mot d'amour a une valeur au même titre qu'un salaire ou une somme versée sur un compte. Dans un couple, tout n'est pas quantifiable. Et en même temps, tout n'est pas quantifiable et en même temps, tout compte. Et c'est ça qui est important dans les comptes, c'est de savoir quelle valeur on va attribuer aux éléments. Par exemple, madame qui ne reçoit pas de baiser de la part de son mari peut se dire qu'est-ce que je vaux pour lui. C'est l'expérience qu'a vécue Marina. L'année dernière, Marc a fait un geste qui valait de l'or à ses yeux. Il l'a demandé en mariage. Mais son angoisse face à l'argent a tout fait voler en éclats. En fait, j'ai fait la demande et tout. Je suis même allé auprès de la mairie de Sainte-Cécile, avec les fiançailles et tout. Bon, un mariage, il faut qu'il soit quand même relativement beau. On ne dit pas qu'il coûte une fortune, mais un minimum quand même. Bon, et puis un minimum, bon, bah, ça, quand même, il faut quand même un budget pour un minimum. Bon, je ne l'avais pas du tout. Du coup, j'ai abandonné le projet. Bon, c'est vrai que je n'en ai même pas parlé. J'étais un petit peu pas cool sur ce coup-là, on va dire. Je suis allé à la mairie pour dire que finalement, ça n'allait pas se faire. Donc là, c'est honteux de ma part. C'est vrai, j'avoue que... Mais c'est que des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est l'émotion, c'est les sentiments qui sont vraiment touchés. Franchement, ça fait mal. Cette désertion pour des histoires d'argent, elle va mettre des mois à l'encaisser.
En matière d'amour, il y a de grands événements qui viennent scander la vie des couples. Les enfants, l'achat d'une voiture ou d'une maison, mais surtout l'acte fondateur de la plupart des histoires d'amour, le mariage. Un moment où l'argent va jouer un rôle clé. Pour rien au monde, Benjamin n'aurait renoncé à s'engager avec Pauline ce jour-là. Pour eux, ce mariage, c'est la consécration de 4 ans d'amour. Benjamin, veux-tu prendre Pauline comme épouse? Oui. Oui. Ils ont voulu faire les choses dans les règles de l'art, se marier à l'église, entourés de leurs 2 familles et de tous leurs amis. Mais tout cela a un coût, et Pauline et Benjamin redoutent les tensions créées par l'argent pour un tel événement. Alors ils se sont fixé une règle, tout divisé par 2. Retour sur 3 mois de préparatifs, où se sont mêlés amour et argent. Pauline a 29 ans, elle est ingénieure dans le bâtiment, elle gagne 2 500 € par mois. Benjamin, lui, a 30 ans, il est conducteur de travaux et gagne 2 300 € par mois. Ils n'ont pas de soucis pour boucler leur fin de mois, ils gagnent 2 fois plus que la moyenne des ménages français. Un couple moderne, égalitaire. On m'a dit, voilà, on divise tout par 2. On vit en couple, c'est pour vivre ensemble, donc c'est pour tout partager. Là, on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, et on le sait bien, et on n'a pas peur du pire. Quand on regarde dans le foyer, on répartit à peu près tout. En fait, on que répartit ce soit tout. l'argent, que ce soit les tâches ménagères. Les Même le tâches au sport, quotidien, on partage le sport, on fait du sport ensemble. On essaye quand même de faire un maximum de choses on fait ensemble. un maximum de choses ensemble au final. Pauline et Benjamin se sont rencontrés sur leur lieu de travail. C'était il y a 4 ans. Sur les chantiers, Pauline est la chef de Benjamin. Au début, chacun vit de son côté et gère ses frais séparément. Mais au bout d'1 an, ils achètent une maison pour vivre ensemble. Ils décident alors de tout partager, les travaux et les dépenses. Depuis, ce mode de vie leur va bien. Attends, faut qu'on regarde ce qu'il nous reste à payer là. On avait dit que si on partage la compte, il faut sortir 2 500 € chacun, au moins. Sachant qu'après... Ouais, c'est ça. Au niveau des salaires, c'est assez équilibré. Enfin, on ne ressent pas la tension de la personne qui ramène plus d'argent que l'autre. Parce que c'est équilibré. Ouais. Mais si c'est pas équilibré, c'est sûr que pour moi, le pouvoir de l'argent, il existe. Et voilà, moi, je me verrais mal, toutes les semaines, tu me donnes une petite enveloppe, tiens, t'as le droit de dépenser tant, merci quoi. Non, merci. Pauline et Benjamin ont chacun un compte séparé. Mais depuis qu'ils ont acheté ensemble une maison, ils ont aussi ouvert un compte commun. C'est le choix que fait un couple sur 5 en France, surtout chez les jeunes ménages. À entendre la notaire Barbara Thomas-David, garder des comptes personnels est un gage de réalisme à une époque où un mariage sur 2 se termine par un divorce. Lorsque vous avez des comptes séparés et où à l'euro près vous faites les comptes et vous mettez sur le compte commun des sommes équivalentes, il y a clairement une volonté de conserver une autonomie bancaire, financière et plus générale, une autonomie pour le cas où on ne serait plus ensemble. C'est qui ? Sur ce compte commun, Benjamin et Pauline versent chaque mois 1 100 €, presque la moitié de leur salaire, pour régler toutes les dépenses du foyer. Prélèvement de l'eau, prélèvement EDF, prélèvement téléphone portable, l'assurance de la maison, qu'est-ce qu'on a encore ? Toutes les courses, on paye toutes les courses. Ouais. Nous, le fait d'avoir un compte courant, ça permet d'avoir une traçabilité. Hein. Donc on sait exactement ce qui est dépensé, ce qui reste, et ce qui a été dépensé et par qui. Tu me traces. L'argent, ils en rient. Tout partager de manière égalitaire, tout se dire, c'est la garantie, pense-t-il, de l'harmonie dans leur couple. Benjamin fait la cuisine, Pauline gère les papiers. Mais l'égalité à tout prix, c'est peut-être une utopie. Alors, je ne veux pas être Cassandre, je ne veux pas dire que ce genre de couple va avoir des difficultés, etc. Pas du tout. Mais demain, monsieur, pour une raison ou pour une autre, risque d'avoir une période de chômage. Ou madame risque d'avoir peu importe. Bon, forcément, ce contrat d'égalité va être forcément menacé. Que va-t-on faire vis-à-vis de cela ? Donc, ils ont ce contrat de transparence.
de tout se dire, mais à un moment donné, les événements extérieurs ne vont pas les aider dans ce contrat. Respecter une égalité parfaite dans les dépenses du couple n'est donc pas si simple. Pauline et Benjamin ne vont pas tarder à s'en apercevoir dès les préparatifs de leur mariage. Respecter une égalité parfaite dans les dépenses du couple n'est donc pas si simple. Pauline et Benjamin ne vont pas tarder à s'en apercevoir dès les préparatifs de leur mariage. Le jeune couple s'est fixé un budget de 14 000 € à dépenser à égalité. Quand l'un dépense 100 €, l'autre peut à son tour dépenser la même somme. Une règle où chacun cherche en permanence à rattraper l'autre et qui peut vite faire exploser le budget. Et ça commence très fort avec la robe de mariée de Pauline. Ce matin, Pauline a rendez-vous avec sa meilleure amie et sa mère pour faire le dernier essayage de sa robe de mariée. Ça va? Se voir tout en blanc pour son mariage, elle y pense depuis qu'elle est toute petite. Pour réaliser ce rêve de petite fille, Pauline n'a pas envie de se restreindre. Alors, avec l'accord de Benjamin, elle a décidé de s'octroyer 10% du budget fixé par le couple, juste pour cette robe. Elle est simple et en même temps... Et en fait, plus je l'essaye, plus je l'aime. Ça va tes chaussures? Vous réalisez un peu un rêve de petite fille ou pas? Ouais, le rêve de petite fille, je sais pas, on a toujours... quand on est petite, on se dit le mariage c'est loin, on sait pas trop quand est-ce que ce sera. Et quand on est dedans, la robe, c'est la première chose qu'on achète en fait. Donc c'est vrai que on était fixé un budget de départ de 1 000 € pour la robe, qui a été respecté. Et après, tous les accessoires, c'est ça qui coûte le plus cher. Hein. Il y en aura pour 700 € en plus pour le voile, le jupon et les dentelles. Ah ouais, ça c'est la petite touche... Petite touche Pauline, voilà. perso. Je peux te faire un chèque ou pas? Je sais plus. Un chèque qui dépasse le budget. 103. 103, ouais, s'il te plaît. Benjamin le pauvre. Pauline a une petite pensée pour son futur époux, car il devra en payer la moitié. Le couple a mis un point d'honneur à partager toutes les dépenses liées au mariage. Ce que découvre un couple égalitaire ou d'aspiration à l'égalité, et qui est souvent le plus douloureux, c'est qu'on n'est pas pareil. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de considérer l'argent et la façon dont on dépense l'argent. Une décision comme par exemple les frais d'un mariage, voilà, c'est un bon moment pour mettre à l'épreuve ces visions inégalitaires. C'est-à-dire que pour l'un, c'est très important d'avoir une fête brillante où on va dépenser le plus possible pour que ce soit l'événement le plus marquant de l'existence, alors que pour l'autre, ça n'a pas de sens. Le lendemain, Benjamin s'occupe de sa tenue pour le jour J. Il veut s'acheter des chaussures neuves. Ouais, je pense que je devrais trouver mon bonheur, là. Tout de suite en regardant... Et comme Pauline a eu la main lourde avec sa robe, il a pris du retard dans ses dépenses. Et il a bien l'intention de se rattraper. Plus je vais dépenser dans les chaussures, moins j'aurai d'argent à redonner à Pauline, vu qu'elle est en avance sur les dépenses. Il choisit une boutique chic, donc chère. Ça, c'est un grand classique qu'on vend beaucoup pour les mariages, justement. Donc je vais essayer ce modèle-ci, en 42. Initialement, je m'étais dit déjà 200 €, c'est déjà énorme, je pense, dans une paire de chaussures, mais bon, il faut l'avoir. Les chaussures sont sympas, et le budget, c'est un peu au-delà. Il y a toujours des lacets noirs de rechange dans la marque. Ça vous arrive souvent d'acheter des chaussures de cette gamme-là? Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, mais bon, on se marie qu'une fois. Enfin, je pense que là, on est sur de la chaussure de qualité, donc je pense que c'est un investissement sur certaines années. Si vous voulez faire dans l'originalité. Et une fois lancé, il va se lâcher. Et là, c'est le drame. Voilà le prix de la ceinture. 75 € la ceinture. Après quelques minutes d'hésitation, il finit par l'acheter. Mais avant de faire chauffer sa carte de crédit, Benjamin a besoin de se rassurer. C'est pour la bonne cause. On va dire que l'argent que j'ai pas forcément mis dans le costume, parce que mon costume a coûté moins cher que la robe de mariée, je le remets dans les chaussures.
En réalité, l'équilibre du budget de mariage est bien difficile à tenir. Surtout quand les familles s'en mêlent. La mère de Pauline a décidé d'offrir des viennoiseries pour la cérémonie. Combien de personnes? On va compter 250. Donc on compte une brioche pour 5 personnes. Du coup, c'est 1200 chouquettes et 30 brioches. 30 brioches. Donc ça nous fait 360 €. C'est vous, alors, c'est la même. Comme Pauline veut un grand mariage, elle met ses parents à contribution. Benjamin, lui, n'a pas voulu faire appel aux siens. Parce qu'en fait, Benjamin tenait lui aussi à faire les choses par lui-même, donc... Il voulait pas demander, lui. Non. Voilà. Il veut être indépendant. Exactement. C'est dans son caractère et il est comme ça. Et donc, il a fait ce choix-là au tout début du mariage et il est pas revenu en arrière, quoi. Merci, au revoir. Si Benjamin ne veut pas demander d'aide à ses parents, c'est qu'ils sont divorcés et que leur situation est compliquée. Aujourd'hui, de moins en moins de parents financent les mariages de leurs enfants. Benjamin imaginait un mariage modeste, tout le contraire de Pauline. Trop puissant. Moi, quand on a dit on se marie, tout de suite, je lui ai dit ouais, je vais faire plein de trucs et tout. Et en fait, Benjamin m'a dit oula, mais attends, t'as trop d'idées, tu veux faire trop de choses. C'est bon, on se marie. C'est pas le mariage de la reine d'Angleterre, il m'a dit quoi. Maintenant, ça commence à chiffrer, quoi, c'est ça? Bah, au début, en fait, tu sais jamais trop. Et puis, au fur et à mesure que tu fais les devis, que tu veux faire dans un endroit sympa, lui, il comprend pas que moi, je vais lui faire autant de trucs. Parce que c'est une journée, ça passe vite. Je pense que c'est pour ça qu'il me freine un petit peu, quoi, sur certains trucs, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Benjamin a raison d'être inquiet. Pauline a toujours une nouvelle idée en tête. Sa dernière lubie, elle veut offrir des chocolats à la chorale de l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, les ballotins, c'est vite cher. Hein. Faudrait lui demander. Ouais, ça va vite. Hein. Dans la vitrine. Ouais. Vous voulez que je vous fasse une estimation? Ouais, je veux bien. Je pense que c'est sympa quand même les chocolats, non? Par rapport aux brioches, tu penses quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Encore 200 € qui vont partir. Incognito. Qui est-ce qui a le dernier mot, généralement? C'est moi. Ouais, ouais c'est toi. Ouais. Il capitule avec le sourire. Les chocolats, c'est l'idée de Pauline, mais égalité oblige, c'est à lui de dégainer la carte de crédit. Je peux vous régler par carte? C'est vous qui payez, Benjamin? Ouais. En fait, Pauline, elle a les idées et moi, je paie. Tout à la joie du grand événement à venir, Benjamin laisse sans peine Pauline prendre les rênes de leurs dépenses. À Avignon, ce n'est pas le cas de Marc, qui supporte mal que Marina gagne plus que lui. Cette différence de revenus atteint toute l'intimité de leur vie. Ce soir, c'est la Saint-Valentin et ils vont au restaurant. L'adresse est chic, la cuisine gastronomique, les tarifs élevés. Et c'est madame qui invite. Moi, je vais prendre une salade asiatique. D'accord. Avec un steak de thon. C'est là tout le problème. On fera ce qu'il faut. Pour Marc, quelque chose ne va pas. C'est plus au rôle de l'homme de faire ça qu'à la femme, quoi. Même si ça lui fait très plaisir de m'inviter tout ça, j'estime que ça devrait être l'homme qui devrait inviter sa femme, surtout pour un Saint-Valentin, quoi, plutôt que l'inverse. Merci. Il est déstabilisé. L'occasion d'aller chercher au fond de lui-même des mots très forts. Merci. Mais je me sens gêné quelque part parce que bon, je me dis une fois de plus, elle m'invite et tout, moi je peux pas et ça m'ennuie, quoi. Alors c'est pas non plus, elle m'invite, je l'invite, elle m'invite. Moi, j'aimerais bien. Hein. Oui, c'est clair, oui. Oui, non, mais bien sûr. Ça y est, maintenant je me lâche. Moi, voilà, je dis, moi j'aimerais bien. Franchement, oui, ça serait bien. Bien sûr. J'ai l'impression d'être pas capable de lui donner ce qu'elle mérite réellement, quoi. Voilà. Je me sens complètement. Je me sens. Comment je pourrais dire le mot? Parce que je cherche mes mots quand même, je veux pas que ça soit bien compris. Je me sens impuissant en fait à son bonheur. Que ça soit bien compris. Je me sens impuissant en fait à son bonheur. Quand cet homme parle d'impuissance à un moment par rapport au fait qu'il ne peut pas payer l'addition, et il cherche son mot, hein, ça lui tourne dans la tête, et voilà, les mots parlent plus fort que lui, c'est-à-dire qu'il se sent comme un homme impuissant, un homme castré, un homme qui n'est pas dans une situation de masculine, virile par rapport à sa conjointe. À la fin du repas, la bonne chère n'a pas balayé l'amertume. Ne me dis pas que quoi? Ne dis pas que ça te gêne parce que je vais payer le resto. Mais bien sûr que si.
N'importe quoi. Ça, c'est que du mensonge. Bah, ça a toujours été, c'est pas nouveau. Pourquoi aujourd'hui tu dis ça? Ça a toujours été comme ça. C'est plutôt gêné quand c'est toi qui paye plutôt que quand c'est moi qui paye. Mais n'importe quoi. Bon, on a passé une bonne soirée, on va pas se disputer pour une addition. Non, on se disputera pas, il y a hors de question. Voilà. Allez. L'argent, en fait, est très bavard. L'argent parle de nous en permanence. Il dit quelle est notre confiance en nous, il parle de notre estime de nous-mêmes, il parle d'énormément de choses, il parle de nos peurs, de notre insécurité intérieure, de notre peur de ne pas être à la hauteur, de notre peur de ne pas savoir faire, de devenir dépendant. L'argent parle de tout ça. C'est un très 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 grand bavard. Plus son couple bat de l'aile, plus Marina se réfugie dans le travail. Ancienne commerciale dans la décoration, elle a créé il y a 6 mois chez elle un institut de beauté qui ne désemplit pas. Bonjour, comment ça va? Très bien, vous? Très très bien. Et c'est un cercle vicieux. Plus elle travaille, plus elle gagne de l'argent, plus son compagnon se sent atteint dans sa virilité. S'il a de l'argent, il est reconnu, il peut exister en tant qu'homme. S'il n'a pas d'argent, en fait, il se sent comme médiocre et inutile et inintéressant. Mais c'est pas ça, la vie. C'est nul. Je lui ai jamais demandé... je sais pas. C'est lui qui s'infériorise par rapport à ça. Comment ça se fait alors? C'est l'énigme du couple. D'où ma prise de tête. Parce que je suis forte avec pas mal de gens, mais avec lui, je perds pied. Et si le problème de ce couple, ce n'était pas seulement l'argent? Entre un homme et une femme, l'argent n'est souvent que le révélateur d'autres difficultés. Un couple, c'est un ensemble de 2 individus qui sont souvent opposés. D'accord? Eh bien, l'objet argent que vous allez mettre dans ce couple, qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, il va appuyer sur les contradictions. Donc forcément, l'argent va créer des difficultés. Mais ce sont des difficultés qui sont maturantes pour un couple et qui ne sont pas toujours un problème à moyen ou à long terme. Autrement dit, l'argent crée des problèmes. Mais en tentant de les résoudre, le couple peut y trouver un nouveau souffle. Et c'est peut-être ce qui pourrait bien arriver à Marc et Marina. Car pour ressouder son couple, la jeune femme se donne une dernière chance. Elle veut obliger son compagnon à s'investir dans un projet commun, rénover leur salle de bain. L'horreur de ce salle de bain que je déteste. Avec ce néon pourri, ce truc qui date... j'étais même pas née. Ma baignoire qui est moche. Tout est moche. Alors en fait, dans la salle de bain, personnellement, ce que je voudrais faire, c'est faire de la résine. Voilà. Repeindre tout le carrelage en fait. Ouais. J'aimerais bien qu'un jour, ils me disent, voilà Marina, eh ben, je suis allée me promener et je vais faire un devis pour la salle de bain. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai choisi telle couleur, ça te convient? Ouais, je le sais, mais voilà, c'est tout. C'est vrai que ça me vient pas l'idée de me dire, même si je suis tout seul quelque part, ah, bah tiens, je vais m'arrêter là, il y a peut-être la résine pour voir éventuellement les couleurs qu'il peut y avoir, demander des échantillons et puis quand je la vois, lui montrer. Devis, tout ça, ben oui. Voilà, mais Bon, c'est vrai que ça me vient pas l'idée. L'après-midi même, elle entraîne son compagnon dans un magasin de décoration. Et pour une fois, il va la surprendre par son esprit d'initiative. On a un petit lavabo avec un pied, c'est tout ce qu'il y a depuis des années 70, je crois, c'est ça. Bon, et c'est vrai que nous... Oui, tout à fait, le truc horrible. Et en fait, moi j'aime bien ces couleurs-là, quoi. D'accord, couleur un petit peu anthracite, Ouais. graphite. Ouais. Et avec, pourquoi pas, une touche de mauve ou de pourpre pour relever un peu tout ça. Ah oui, ça se marierait bien avec béton ciré, là. Ça fait le côté homme et le côté femme. Voilà. Ouais. Comme ça, on a la salle de bain pour tous les deux. Et ben voilà. Le couple semble retrouver une complicité. D'autant que monsieur promet de s'occuper lui-même du projet. Ça m'intéressait en fait. Je crois qu'il faut que je sois dans le sujet pour que ça m'intéresse. En parler, oui, mais si on me met dans le cœur du sujet, bon là, automatiquement, je m'intéresse et je m'investis. Bah alors, on faut pas pleurer. Mais on n'a jamais rien fait à deux. Donc pour moi, voilà. C'est ça que je dis que l'argent, je m'en fiche. Enfin, faire un projet à deux, c'est énorme. Enfin, bon, ça semble ridicule. Non, mais... tout ça. Marina est d'autant plus touchée que Marc a promis de faire des heures supplémentaires à son travail pour participer au financement de cette rénovation. Saura-t-il relever ce défi? Ah ouais, c'est pas mal ça. Difficile pour un homme de gagner moins que sa femme. C'est le cas d'un couple sur 4 quand les deux travaillent. Mais qu'en est-il dans les couples où la femme gagne moins que l'homme? Une situation largement majoritaire en France.
ou même dans ceux où la femme ne travaille pas, un cas qui concerne 2 millions de foyers français. Comment le couple fait-il face à cette inégalité de revenus? Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. C'est ici qu'habite Paula, 35 ans, femme au foyer, sans revenus. Elle est mariée depuis 5 ans avec Philippe, 37 ans. Il est conducteur de travaux et gagne 3 500 € par mois. Ils ont 2 filles, Talia, 8 ans, et Ticia, 3 ans. Paula a mis sa carrière de côté pour élever ses enfants et aujourd'hui, elle a le plus grand mal à vivre sans apporter de revenus à son couple. Il est 20h. Comme tous les soirs, Paula prépare le dîner. Elle attend son mari avec impatience, ses filles aussi. T'es heureuse, hein? Un baiser pour ses filles, mais pas un regard pour sa femme. À peine rentré, Philippe file devant la télé. Chef de chantier dans le bâtiment, il travaille 10 heures par jour. Alors le soir, il est fatigué. Il attend son repas. Quand on rentre comme ça, que tout est prêt, un peu une vie de pacha. Un petit peu, ouais. Ça a des avantages. Pas que des avantages, mais quelquefois, c'est vrai que c'est bien. Vous accepteriez qu'elle soit aussi prise que vous l'avez été? Oh, ben, ouais, enfin, c'est pas avec les gosses petits, c'est encore un peu compliqué. Bah, normalement, c'est prévu, hein. Je veux dire, moi, si je reprends une activité... Voilà, mais tant que les enfants ils sont petits, c'est un peu compliqué quand même. Dans un couple, il y en a forcément un qui est obligé de sacrifier sa carrière. Bah, je préférerais qu'il reste à la maison, ça c'est clair. Ça, c'est très bien. Et vous? Je reste dans l'optique de reprendre une activité, de travailler. Parce qu'il dit ça, mais il est conscient aussi que pour mon épanouissement personnel, j'en ai besoin. Et je pense que même lui, ça ne l'arrangerait pas de me voir dépérir finalement. Parce que si je me rends compte que professionnellement, je suis terminée, je suis finie, bah, ça ne se passerait pas bien pour moi, en fait. Je sais que je ne serais pas heureuse, je ne serais pas épanouie, je ne serais pas... Et lui, il a tout intérêt à avoir une petite femme épanouie quand même, hein? Le problème de Paula, c'est aussi qu'elle court le risque de se retrouver le bec dans l'eau en cas de séparation, sans possibilité d'avoir accès à l'argent gagné par le ménage. Cette façon de voir les choses, pour le conjoint qui va sacrifier, peut-être parce qu'il le veut, sa vie professionnelle, peut être dramatique en cas de séparation du couple. Tant que tout va bien, ça peut convenir à l'un et à l'autre. Mais il y a le futur incertain, qui sera d'autant plus incertain si une personne arrête de travailler pour élever ses enfants et se retrouve ensuite sans travail, sans mari et sans possibilité de faire face aux dépenses du quotidien. Pour l'instant, Philippe est fier d'assumer seul les revenus du couple. Paula, elle, ne supporte plus de dépendre de lui. Après 8 ans passés confinés dans son foyer, son quotidien lui pèse. Tous les jours, c'est la même routine. Il est 8 heures, Philippe est déjà parti au travail depuis longtemps. C'est Paula qui accompagne sa fille aînée à l'école. Allez, Talia. Bisous. Sur la route, Paula croise d'autres mamans. La plupart sont des femmes actives qui partent ensuite au bureau et gagnent un salaire. Ces femmes-là ont une vie sociale. J'ai vraiment hâte de reprendre une vie active. J'en suis pas à les envier, mais je sais qu'elles participent aux besoins du foyer, qu'elles travaillent, qu'elles ont après une vie pleine d'aventures dans la journée. Contrairement à moi, ça c'est sûr. Effectivement, on ne bosse pas que pour gagner de l'argent. On bosse de plus en plus pour se réaliser, pour avoir l'impression d'avoir une place utile dans cette société. Certaines femmes arrivent à se sentir tout à fait utiles dans la relation avec leurs enfants, dans le fait d'élever leurs enfants. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Et on pourrait dire que leur rôle, leur mission de vie n'est pas à cet endroit-là, et que donc, effectivement, elles se retrouvent appauvries, pas que financièrement, à ne pas travailler. Une fois sa grande fille déposée,
Paula traîne sa déprime au centre commercial. À cette heure-ci, généralement, il n'y a personne. Elle se retrouve en tête-à-tête avec sa petite fille de 3 ans. Quoi? Non, il n'y a pas d'enfant. Tu es toute seule. C'est génial. Beaucoup de personnes, avec du recul, ils peuvent dire « Non, mais finalement, elle a la belle vie. Mais ça reste un paradoxe. On est censé être heureuse, mais c'est difficile de l'être. Il y a une petite partie destructrice, quand même. J'en parlais aussi, c'est la façon dont on n'arrive plus à parler. Non, mais à force de gazouiller avec son enfant, on en perd notre vocabulaire. Bon, il y a cet aspect-là, il y a le fait d'être coupé un petit peu coupé du monde, parce que c'est ce qu'il y a de plus frustrant. Ouais. Paula est très coquette. Elle pourrait utiliser son temps libre à refaire sa garde-robe. Mais elle s'interdit d'utiliser la carte bleue. C'est là aussi qu'elle met sa fierté. Voilà, là, tout de suite, j'ai envie d'un sac de plage, mais je me retiens. Oh, non, pas les mains par terre, arrête. Je trouve quelque part malvenu le fait que mon mari travaille dans un secteur d'activité difficile. Il est quand même dans le bâtiment, il fait de très longues journées. Si c'est pour voir dilapider son argent qu'il gagne seul dans des futilités pour moi, je trouve que ça serait presque lui manquer de respect, au fait. C'est travail, moi je dépense. Et on n'est pas du tout dans cette optique-là non plus. On se fait plaisir, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et je me vois mal lui présenter un article pour moi. Regarde, les dernières chaussures, non, là franchement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas et je pense que j'ai un peu trop de dignité aussi pour ça. Même si elle n'apporte aucun salaire à la maison, c'est Paula en revanche qui est chargée de gérer les finances du couple. Comme 2 ménages sur 3, la jeune femme et son mari ont choisi de gérer tous leurs revenus et leurs dépenses sur un seul compte, un compte commun, dont ils ont tous les deux la signature. Avec Philippe, ils ont défini un budget qu'elle respecte au centime près. Alors, les frais pour la maison, donc nous avons le crédit de la maison, les charges, les assurances. On inclut également la cantine de ma fille, tout ce qui est téléphonie, les impôts. Donc, on a un total de 1 500 €, auxquels s'ajoutent les frais de Philippe, ses frais de fonctionnement, ses repas le midi, etc. Et les courses alimentaires, donc 1 400 €, soit un total de 2 900 €. Dans les calculs de Paula, il y a les charges de la maison, les frais de Philippe, mais aucune référence à ses propres dépenses. La femme finit par ne plus dépenser pour elle, parce que justement, elle n'a pas cette logique de mettre de l'argent de côté pour elle. Ça n'a d'abord pas été discuté du tout, pas parlé dans le couple, et que donc tout l'argent va sur le compte commun. À partir du moment où tout l'argent est sur le compte commun, ça veut dire que c'est pour les enfants, c'est pour manger, c'est pour la maison, mais il n'y a plus rien pour elle. Et effectivement, c'est un piège. Bien évidemment pour la femme qui ne peut plus se faire plaisir, vivre et qui pourrait à un moment donné sentir qu'elle est totalement prisonnière de la relation. Du coup, Paula reporte sa joie de dépenser sur ses 2 petites filles. Un coup d'œil à leur armoire suffit pour s'en rendre compte. La plupart du budget passe là-dedans, quoi. Comme elles grandissent, je passe mon temps à refaire leur garde-robe. Et voilà, c'est mon sport favori. Donc je dirais que ça passe beaucoup là-dedans. Et pour moi, beaucoup moins qu'avant, parce que je n'ai pas de vie professionnelle, j'ai pas spécialement à avoir une certaine tenue. Mais bon, après, j'ai des réflexes aussi. C'est vrai que je veux quand même rester un peu lookée. Mais c'est sûr que c'est pas comparable à avant. Paula n'a pas toujours vécu sur le salaire de Philippe. Lorsqu'elle l'a rencontré, elle avait 16 ans et elle voulait déjà être une femme indépendante. C'est pour cela qu'elle a commencé à travailler très tôt, dès 18 ans, comme assistante de direction. Plus tard, elle a même cumulé 2 jobs et travaillé la nuit comme barmaid dans une discothèque. Voyages, sorties, avec 3 000 € par mois, elle pouvait tout s'offrir et ne rien demander à Philippe. Mais je le dépensais. Comme disait Philippe, je ne dormais pas tant que j'en avais encore. Je le dépensais sans cesse. Et d'ailleurs, je finançais pas mal les sorties de Philippe. Je disais, c'est pour moi. Et c'est vrai que même, je me souviens lui avoir mis aussi, je lui payais l'essence de sa voiture. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé. Pour élever ses filles, Paula a sacrifié son indépendance financière.
Qu'est-ce qui manque? Le petit sac? Ça va, j'ai terminé. Mais elle ne pense qu'à une chose, qu'elle ne reproduit surtout pas le même schéma que leur mère. Il est évident que moi, je ferai vraiment en sorte qu'elles soient financièrement indépendantes. Je ne suis pas en train de les élever pour en devenir plus tard des filles qui attendent le prince charmant avec une bourse bien pleine et qui subviennent à leurs besoins. C'est pas du tout le but. Être à la fois mère et femme active, dans la tête de sa fille aînée, l'idée est encore un peu confuse. Être maman après, enfin, on aura forcément un métier après. Tu crois? Bah oui. Ah, le métier, c'est après être maman? Enfin, t'es encore maman, mais... Oui, toi, tu m'as pas connue quand j'avais un métier, finalement. Mais voilà. Mais oui, tu faisais encore ton métier avant que je sois née. Bah oui. Mais après, t'as dû arrêter un petit peu, non? Bah forcément, si je suis là avec vous. Mais Thalia, tu sais que c'est important que tu ailles à l'école et puis que pour que plus tard tu aies un joli métier et que tu puisses choisir. Aujourd'hui, sa priorité, c'est de retrouver son indépendance financière et de pouvoir dépenser son propre argent. Pour décrocher un emploi, Paula a activé tout son réseau d'anciens collègues. Je mise tout sur mes contacts, sur mon petit réseau professionnel que j'ai instauré depuis le temps. J'espère que ça va porter ses fruits, mais c'est pas gagné. Pas facile, même quand le mari gagne bien sa vie, de rester sans salaire. La jeune femme s'est donnée entre 3 et 6 mois pour retrouver des revenus bien à elle. Dans le Nord, Vincent et Katitsa ont peut-être trouvé le moyen de faire entrer plus d'argent dans le porte-monnaie du couple. Depuis quelques semaines, ils s'entraînent dans leur salon à toutes sortes de drôles de jeux. Là, Vincent doit jongler avec 3 billes sans les faire tomber. Eh merde. Il a fait 26 secondes en fait. J'ai encore, je dois tenir ça 1 minute. 3. S'il s'entraîne avec tant d'applications, c'est qu'il veut participer à ce jeu télévisé. Il y a 100 000 € à gagner avec des jeux d'adresse. Il faut absolument réussir. Allez, il lui reste 20 secondes et 3 boulons à passer. À bientôt. Merci. Katitsa, elle aussi, doit participer au jeu. Et elle est très motivée. Elle y passe des heures et met autant de ferveur à s'entraîner qu'à faire des économies. Ça va pas. Et voilà. Voilà, bravo. Je me suis entraînée tous les jours, pendant 15 jours d'entraînement. Voilà, au moins, moi, personnellement, au moins 2h30 par jour. Au moins. Mais moi, on me dit, t'as l'occasion, pour moi, c'est pas compliqué, on me dit, t'as l'occasion de gagner 100 000 €, il suffit que tu t'entraînes. Je fonce, je m'entraîne. C'est pas compliqué. C'est le jour du départ. Le couple a fait ses valises et s'apprête à partir à Paris pour participer au jeu. Comme la famille n'a pas pu aller au sport d'hiver, Vincent espère bien, grâce au futur gain, convaincre sa femme de partir et il s'imagine déjà très loin. Peut-être faire un gros voyage avec les enfants. Voilà. En fonction de la valeur, un gros valeur qu'ils connaissent un peu les îles ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Ça peut être sympa. S'ils sont sages. C'est un élément qui pourrait faire basculer Katitsa, ça? Parce que quand c'est du plus, c'est pas des économies, donc automatiquement elle va lâcher du lest. Ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Là, c'est sûr. Elle en est capable? Ah ouais, c'est sûr. Là, franchement, il faut que je travaille encore, mais si, elle en est capable. Là, franchement, c'est que du plus. Donc là, il n'y a pas de problème. Pourtant, même en cas de victoire, Katitsa n'a pas l'air d'avoir les mêmes objectifs que son époux. Des vacances? Oui, pourquoi pas. À moindre frais. Non, mais après, c'est vrai qu'on peut toujours trouver un bon plan. Il me donne une somme, je m'organise pour trouver les vacances les moins chères possibles et après le reste, je trouve que c'est le bon compromis. Le jeu télévisé se joue par équipe de 4. Vincent et Katitsa ont appelé leur couple d'amis avec qui ils pensaient partir au ski. Si leur équipe gagne, ils espèrent cette fois pouvoir partir tous ensemble en vacances. Un dernier baiser aux enfants. Et direction la capitale. Dans la voiture, les amis rêvent déjà du pactole. Mais pour Katitsa, pas question de lâcher la bride.
Un espace bien-être, Vincent, il a dit. Moi, je vous dis, on met l'argent de côté et avec les intérêts, on part en vacances tous les ans. Là, on te retrouve bien. Moi, je trouve que c'est la meilleure des solutions. Non, mais il faut regarder un peu quand même. Oui, non, mais il faut faire. Pour la crise. On et tout. toi aussi, hein. Toi aussi, t'es économe, tu veux pas dire. Mais on avait dit qu'on allait là en République dominicaine Oui. pour nos 15 ans de mariage. Ouais, bah donc voilà. Donc c'est déjà, bon, ça serait déjà financé. là, notre voyage serait déjà financé. Oui, voilà. Des voitures, on a besoin. Non, mais attends, ça dépend. Si on gagne 1 500 €. Bah, tu penses plus. Là, Même le pas aller à rêve. Center Park. Là, on peut même pas la Center, ouais. Le rêve, c'est 100 000. Tu rêves pas de 1 500 €. Non, parce que là, ce serait vraiment Sinon, ça sert à rien de rêver. 3 heures plus tard, arrivés à Paris. Les deux couples doivent passer une nuit à l'hôtel avant de participer au jeu télévisé. Katitsa, en bonne gestionnaire de l'argent du couple, n'a pas choisi un palace. très sympathique. Oh là là. Bah, c'est bien. C'est petit. Mais un hôtel premier prix, au confort rudimentaire. C'est très sympathique, c'est vraiment très bien. C'est dans le prix. C'est dans ses prix. Ah oui, moi je trouve que c'est vraiment parfait. Go! Le lendemain matin, dernier entraînement sur le parking de l'hôtel. Ils sont plus que jamais motivés. 9 h, c'est l'heure de partir pour une journée d'enregistrement dans un studio télé en proche banlieue parisienne. Mais derrière ces portes, la concurrence va être très rude. Le défi commence dans 3, 2, 1. Les autres candidats, eux aussi, sont surentraînés. Êtes-vous prêts? 13 heures plus tard, nous retrouvons les deux couples à la sortie de l'enregistrement. Ils ont finalement gagné 5 000 €, 2 500 € par couple. Katitsa a déjà fait ses calculs. On était bien. On n'aura pas le gain tout de suite. C'est 90 jours après la diffusion. On a le gain, donc il n'est pas question de partir en vacances au mois d'août. Mais de toute façon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On aura le temps de faire le tour des agences de voyage et de trouver le meilleur prix. Nouvelle douche froide pour Vincent. En guise de consolation, Katitsa lui a promis de l'inviter au restaurant. Le lendemain, les enfants dînent tôt. Le couple s'apprête à sortir, un moment exceptionnel. Cela fait 3 ans que Vincent et Katitsa ne sont pas allés dîner à l'extérieur. Salut! Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Pas question de payer une nounou à 10 € de l'heure. Alors Katitsa a fait appel à son père pour garder les enfants. Ancien ouvrier en bâtiment, c'est lui qui lui a appris à ne rien gaspiller. J'ai toujours travaillé. J'ai pas voulu que mon épouse elle travaille déjà d'une pour pouvoir s'occuper des enfants. On n'est pas forcément d'accord. On a toujours vécu sur un salaire. Ouais. Autrement dit, dans ce cas-là, il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait, quoi. Mes parents, enfin, ça a toujours été, ils ont toujours pensé aux autres d'abord et à eux ensuite. Donc, mon père, il avait ses parents, toute sa famille en Serbie qu'il fallait aider, tout ça. Nous, bien sûr, évidemment, leurs 2 enfants en priorité. Et donc, ils ont toujours pensé à nous, à leur entourage, avant eux. Il faut avoir de l'argent pour vivre, il faut dépenser pour vivre. Il faut savoir aussi dépenser par rapport à ce qu'on gagne. Et ce qui est la première nécessité et des choses qu'on peut s'en passer, quoi. Voilà, d'où je tiens, voilà. Voilà. J'ai pas trop payé avec la carte parce qu'on ne sait pas ce qu'on a dépensé. Voilà. Moi, j'aime bien compter, payer, content. Moi, j'aime pas payer du tout, mais sinon... Non, mais payer, bon... Pour les enfants aussi, c'est un événement. Ils voient rarement leurs parents sortir pour passer la soirée en tête-à-tête. Maman, elle va manger au restaurant avec papa. Avec où ça? Lequel? On va aller à la patattière à Dunkerque. Tu vas rester tout seul? Non, papy, il est là. Alors, faut être sage avec papy. D'accord? Sage. Direction la jetée de Dunkerque. C'est ici que le couple s'est rencontré il y a 20 ans. Ils y ont même vécu dans un appartement près du front de mer. C'est romantique. Vincent profite de l'instant. En plus, Katitsa a réservé une table dans un de ses restaurants favoris. Mais le charme va se rompre très vite quand Katitsa va ouvrir le menu. Le restaurant n'est pas très onéreux, mais visiblement les tarifs lui gâchent le plaisir.
Et on peut prendre un menu. Ah bah c'est sûr qu'à 15,50 € la patate, plus 1 euro, tu prends un menu. Mais ça fait chier. Patate, salade et dessert et café. Et on boit quoi? Une carafe. C'est pas non plus exagéré. Voilà, prenons une carafe. Vous avez fait votre choix? Oui, bonjour. Alors, Apéritif avant de manger? non, merci. Je vous écoute. Donc une Périgord, une Savoyarde et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Je vous remercie. Merci. Pardon. Pas d'apéritif? Une carafe d'eau pour accompagner le repas? Vincent semble un peu agacé. 4,50 € ou 5 € un litre d'eau, non, quand même là c'est exagéré. Et le vin? Ah non plus. Ah non plus. C'est encore pire, ça c'est même pas envisageable. Non plus. C'est pas envisageable. Non. Quand les plats arrivent, Madame retrouve le sourire. Katitsa et Vincent ont choisi un menu à 16 €. Visiblement, le couple en a pour son argent. Ah là c'est copieux. Hein. Ils se régalent. La bonne humeur revient. Mais même dans un moment un peu exceptionnel comme celui-ci, pas question pour Katitsa de se lâcher. Non merci. Comme Vincent est au chômage, c'est Katitsa qui offre le dîner. Au total, 32 € pour 2 repas. C'est vous qui payez, Katitsa? Oui. Ça m'arrive. Merci, pardon. Comme je sais que vous avez plusieurs comptes, en tout cas un compte chacun, c'est vous qui... Eh oui, là c'est moi. Et ça va? Je vais survivre. Hein. Chez eux, apparemment, l'argent, ils en parlent. C'est un sujet de débat, pas un tabou. Bah, tu peux me dire merci, non? Merci, ma chérie. Une soirée qu'ils ne renouvelleront toutefois pas de sitôt. Pour Katitsa, c'est beaucoup trop d'argent dépensé pour un moment qu'elle a du mal à vraiment apprécier. Là, dans la boule au ventre. Non, mais... Non, c'était sympa. Très très bien. À refaire prochainement? Oui. Je pense qu'on va attendre un petit peu, je pense. Voilà. Je parle pour elle parce que je la connais. On va attendre un peu, mais c'était très bon, très copieux. Hein. Par contre, là, j'ai beaucoup mangé. Non, Vous qui la connaissez bien, Vincent, qu'est-ce qu'elle pense, la Katitsa, parce qu'elle ne veut pas le dire elle-même? Elle pense que c'était peut-être pas utile de venir ce soir, qu'on aurait mieux fait de rester à la maison et de manger une petite soupe tranquille avec un morceau de pain. Voilà, exactement ce qu'elle pense. Heureusement, on n'a pas acheté de bouteille d'eau, on a pris une carafe, donc ça va. Donc voilà tout ce qu'elle pense. Mais c'était très sympa. Enfin, c'était très sympa. Et à la place du dessert, on aurait pu manger un petit yaourt, quoi. À la maison, c'était pareil, hein. Enfin, voilà. Vincent a pris le parti d'en rire. Et après tout, peut-être, y trouve-t-il son compte. C'est moi qui me suis plutôt plié à Katitsa. Mais est-ce que c'est un mal? Non, je pense pas, parce que on arrive vraiment à bien s'en sortir, on s'entend très bien. Donc après, pourquoi gâcher une relation avec de l'argent? Et justement, c'est pour le bien de toute la famille. Donc c'est pas, elle fait pas ça pour faire du mal, c'est pour faire du bien. Croisière. Il a une sécurité, sa femme construit bien les choses, gère bien les affaires. Donc peut-être qu'il n'est pas forcément au fond de lui d'accord quand elle lui refuse un restaurant ou autre, mais d'un autre côté, on pourrait dire qu'ils ont trouvé un modus vivendi. Et ce modus vivendi, je ne l'appellerai pas une harmonie, je l'appellerai modus vivendi. En clair, l'équilibre en matière d'argent dans un couple est toujours précaire. Et nous allons le comprendre avec les futurs mariés, Pauline et Benjamin. Leur budget de mariage de 14 000 € est sur le point d'être dépassé. Et à l'approche de l'événement, les nouvelles envies foisonnent. Et on aurait pu leur prendre des petits, ça aurait dit non? Pour les petits. Comme ça, c'est rigolo, ils pourront monter les petits trucs et jouer avec, non? J'aurais bien mis aussi des bonbons pour le vin d'honneur, non? C'est une maison restaurant, peut-être, pour le lendemain. Elle préfère. Voilà, je serais tentée de continuer, en fait, mais je vais regarder déjà, je vais faire mes petites boîtes, et si j'en ai pas assez, je reviendrai. Curieusement, cette fois-ci, Benjamin ne proteste pas. En réalité, il a lui aussi une petite idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je regarde. Tu vas pas acheter devant, quand même? Non, je regarde... En fait, il veut acheter des digestifs. Mais pour faire passer la dépense auprès de sa future femme, il va falloir qu'il négocie finement.
Qu'est-ce qui va en boire du digestif? Parce que nous, les filles, on n'en boit pas. Hein. Tu penses qu'il y en a qui vont boire du digestif? Je sais pas. Toi, t'en bois? T'as envie d'en boire, toi? Pas... Je sais pas forcément, mais... Bah, t'es devant les digestifs, tu voulais en acheter quand même, non? Ouais. Au départ, Benjamin la joue profil bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, c'est pas moi, hein, c'est toi, hein, parce que... Moi, on n'avait pas parlé qu'on prenait des Si, digestifs. ton cousin, il aime bien, donc on va prendre ça. Puis, il s'enhardit. Ça te gêne pas de dépenser de l'argent pour les digestifs, hein? Non. Pour l'alcool. Pour tenter de le dissuader, elle joue une dernière carte, la surenchère. Moi, les digestifs, je pensais pas qu'on allait en prendre. Maintenant, si tu vas en prendre 3 bouteilles, c'est un peu ridicule. Si t'en prends, t'en prends. Si t'en prends pas, on t'en prend pas, quoi. Je sais pas, faut prendre au moins que t'aies 5-6 bouteilles, non? Quand même. Non? Finalement, c'est elle qui va se faire prendre à son propre jeu. Benjamin emporte l'affaire et achète 6 bouteilles. Il me laisse faire au niveau des bonbons et tout ça, donc voilà, je lâche un peu aussi la partie au niveau des digestifs. Par contre, le prix, c'est pas le même. Hein. Effectivement, le prix n'est pas le même. Mais bon. Donc finalement, tu me coûtes plus cher. 50 € de bonbons contre 150 € de digestif. Cette fois, c'est Pauline qui s'est fait doubler et c'est le conjoint qui paye. À la veille du mariage, le jeune couple refait une dernière fois les comptes avant le grand jour. Faut qu'on regarde le traiteur et le photographe parce que tu sais, il faut que je renvoie par mail les confirmations et les choix en fait. Donc, on va regarder aussi. Le traiteur, le DJ, le photographe, la fleuriste. Il nous reste le champagne. Et le champagne. Champagne, ça représente 600 €. Ah, il y a pour le lendemain matin, le brunch et tout ça là. On fait quoi? On dit que c'est les parents qui payent. Bah oui. On est chez eux. Ça fait combien tout ça? Regarde un peu. 15 880. 15 000 €. C'est assez perturbant quand même. 15 800 €, c'est quasiment 2 000 € de plus que le budget qu'ils avaient prévu. L'horreur quoi. Scénario Catastrophe. catastrophe. On n'aurait pas dû calculer parce que comme on achetait beaucoup de choses au fur et à mesure, finalement on a final, quand même beaucoup dépensé et sûrement plus que ce qu'on aurait pensé quoi. C'est le banquier qui va pas être content quand il va voir tout cet argent partir. Et on est obligé de faire avec hein, parce qu'on va se marier une fois, on espère. Et parce que voilà, c'est un événement unique. Vaut mieux. Et ce n'est pas fini. Nous voici à la veille du mariage. Pauline s'active pour les derniers préparatifs. Pour l'organisation des tables, elle a tout pensé au millimètre près. Benjamin est admiratif. Alors mon chéri, le choix des fleurs, parce que c'est moi qui m'en suis occupée des fleurs. C'est Elle a bien choisi. magnifique, ouais. Vous avez bien bossé, hein. C'est vrai? C'est très joli. Pauline s'est occupée des fleurs sans en parler à Benjamin. C'est réussi, mais l'addition est un peu salée. Elle reste en travers de la gorge du fiancé. Vous m'avez dit, mais tout cumulé, je me souviens plus. J'ai pas calculé le budget global. On avait dit à peu près 20-25 € par table. Par table. Pour les buffets, il y a à peu près une trentaine d'euros. Voilà. Ça va mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. La PEB, c'est Et super. donc au total, ça fait? Ça fait 300-400 € rien que pour la décoration, on va dire, de la salle. Et après, il y avait pour la voiture. Il y a la voiture, il y a l'église, il y a le bouquet de mariée. Ça il faut rien que tout ça. Ça fait quoi? Moi, ça. Super, vous avez assuré. Total, 600 € pour les fleurs. C'est 200 de plus que prévu. Et ce n'est pas fini. Il y a encore 1 000 € pour le DJ, 2 fois plus que la moyenne pour une prestation de ce genre. Le lendemain, c'est le jour J. Grosse berline pour Pauline. Et vélo pour Benjamin. Au vin d'honneur, les convives dévorent les 360 € de brioches et de chouquettes offertes par la maman de Pauline. Au centre de la table, Pauline et Benjamin ont disposé un étrange pot-au-lait. En fait, c'est une urne dans laquelle les invités peuvent déposer de l'argent pour aider les mariés. De quoi il s'agit? Tu me dis quand elle déborde. De quoi il s'agit? Un petit présent, je pense. Je sais pas ce qu'il y a dedans, par contre. Ça peut être une carte de remerciement, ça peut être un chèque, ça peut être...
plein de choses. Il compte sur le contenu de ce pot pour rembourser une partie du budget du mariage qui a explosé. Et Benjamin, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Le soir, Pauline et Benjamin font une véritable entrée de star, avec l'urne à la main. Mais personne ne sait encore combien elle contient. À table, la centaine de convives dégustent foie gras poêlé, petits rougets et légumes frais, arrosés de vin méticuleusement choisi par Benjamin. Coût total du repas, 8 000 €. Dans le couple, c'est Pauline qui garde un œil très vigilant sur les festivités. Bah ouais, je pense que pour le resto, c'est pas mal là. Ouais, le service et tout. Ouais, je pense. Bah, les gens ont déjà tout mangé leur entrée, je pense que c'était bon. Ça valait le coup alors? Ouais, ça valait l'investissement? Ouais, il y a juste le DJ là, on devait passer des musiques un peu rétro là, il a rien passé pour l'instant, on a été le voir une fois. Effectivement, malgré ses honoraires élevés, le DJ a déserté son poste pendant tout le repas. Mais après le gâteau, arrive l'heure du champagne. Le couple a tenu à ce que la fête en jette. Et apparemment, c'est réussi. Le DJ est de retour, le bal commence avec l'ouverture des mariés. Comme Benjamin l'avait prévu, ses amis veulent boire des digestifs. Le nouveau mari est content d'avoir eu le dernier mot. J'ai bien fait. Vous aviez raison. Voilà. Tout se terminera bien ce soir pour les jeunes mariés. Pour Marc et Marina, en revanche, tout va de mal en pis. Ils sont au bord de la rupture. Et l'argent est toujours au cœur du problème. Marina cherche sur Internet une adresse pour sortir avec des copines ce soir, sans Marc. Franchement, maintenant, j'ai pensé plus à moi, parce que là, ça va plus, ça va pas le faire. Moi, je vois, ça va faire 7 ans, dans quelques mois, 2-3 mois qu'on est ensemble. Et en fait, pour moi, j'ai toléré trop de choses que j'avais pas à tolérer. Ce qu'elle ne tolère pas, c'est que son compagnon n'a pas tenu ses promesses. Il n'a pas entrepris la rénovation de la salle de bain comme il semblait s'y être engagé il y a 3 mois. Marina voudrait qu'il règle enfin ce qui parasite leur couple depuis 7 ans, le blocage de Marc sur l'argent. Imaginons un truc, tu gagnes autant une grosse somme d'argent. Tu serais mieux ou pas? Ah oui, je serais mieux. Est-ce qu'on pourrait faire bien plus de choses? Bon, voilà, les finances ne me le permettent pas, alors ça me fait chier. Eh ben, tu peux faire les choses autrement. Tandis que là, j'aurais pas... On s'en fiche des sous. J'aurais pas ce problème-là. Eh ben moi, je dis, franchement, que l'argent, ça me casse les pieds dans ce couple pourri, là. Parce que de toute façon, ça existe, ça bousille tout. Ça compare, mais toi, t'as des verres comme si, tu vas dans tel restaurant et moi, je peux pas, mais gna gna gna. Alors que déjà, à la base, je veux dire, tu peux très bien vivre dans un igloo tout nu dans la jungle. Même si t'as pas d'argent, le principal, c'est t'as l'amour. C'est fusionnel, voilà. T'as pas besoin d'avoir plein de tarifs foin autour de toi pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes. Avoir un sourire, tu vois, quand tu rentres. Et parce que demain, si t'as plus de sous, du coup, tu vas faire, ma chérie, tout va bien, smile. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu les fais parce que ton cœur, il vibre ou parce qu'il vibre pas? Non, je parle pas de si j'étais souriant ou pas. Mais non, mais c'est pour te dire que le fait que t'as pas d'argent, c'est le fait qu'il te rend complètement coincé de la tête, le fait de frustrer et que ça coupe tout, que ça empêche de vivre une vie de couple normale. Ça fait 7 ans que ça dure. Vlac. Et puis moi, je veux vivre bien. Sourire, être souriante et plus du tout angoissée. Voilà. Elle gagne plus que lui, ça peut être une cause de rupture. Ah, ça peut être une cause de rupture dans un couple, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se sentent de plus en plus châtrés, entre guillemets, de plus en plus démunis, de plus en plus en porte-à-faux par rapport à la façon dont ils ont envie de se représenter comme hommes dans le couple. Il y a aussi des femmes qui développent une agressivité par rapport à ça, parce qu'en même temps, ouvertement, ça ne les gêne pas, mais il y a à l'intérieur d'elle une partie qui a envie de se sentir un peu protégée, un peu dominée, un peu dans une position plus traditionnelle de l'homme qui sort son portefeuille pour régler la note du restaurant, par exemple. Et voilà, ça fait ressortir de l'agressivité, des tensions, des reproches. En désespoir de cause, Marina ce soir décide de sortir au restaurant sans lui. Bonne soirée. Avec ses copines. Elle le laisse passer la soirée tout seul. Je suis dans un tournant de ma vie et je pense que lui, ça ne rend pas compte. Moi, aujourd'hui, je pense que notre avenir ne sera pas ensemble.
Pour moi, c'est la décision que j'ai prise. C'est ça qui est triste. Dommage. L'argent a peut-être eu raison de leur couple. Pour décompresser ce soir, elle a donné rendez-vous à ses amis dans un bar musical près d'Avignon. Voilà. Oh. Bon, j'ai pris l'appareil photo, comme ça on va se prendre en photo, on mettra tout sur Facebook. Marina a besoin de réconfort. À peine arrivée, elle craque. J'essaie de pas pleurer, mais moi, c'est pas évident. Hein. Oh. Au cœur de la discussion, très vite, son compagnon, ses ennuis financiers et son manque d'investissement. Construire avec quelque chose, échanger, communiquer. Donc moi, être avec un homme, c'est qui m'épaule, qui me sécurise, voilà, et puis que je puisse m'appuyer, et pas que moi j'ai un troisième enfant chez moi. Oui, voilà, c'est vrai que lui puisse t'aider aussi, non? Mais généralement, comme on n'a pas les mêmes revenus, donc c'est toujours moi qui vais mieux que C'est toujours lui. toi, hein. Donc Oui, toi, c'est toujours toi qui couvre. Voilà. Il part et il vient. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire à plusieurs fois. Mais c'est ce que, non, mais c'est ce que j'ai fait. Mais non, mais parce que c'est vachement compliqué. C'est sûr que c'est pas évident, c'est pas facile. En seulement quelques minutes, les amis de Marina se sont fait un avis. Et il est expéditif. Il faut vraiment que tu aies le courage de lui dire que tu t'en vas, et pour lui et pour toi. Parce que tu t'épanouiras quand tu seras seule. Là, c'est... Allez, eh bien, entre parenthèses, moi j'ai choisi d'avoir une nouvelle vie, et vous, il faut vivre hein, aussi. Hein. Oh, tout autant que nous sommes à cette table. Hein. Eh ben, à toi, Marina. Allez, et à vous. Allez, on tout ensemble, à l'amitié. À l'amitié. Comme libérée par ses confessions, Marina se lâche sur la piste de danse. Visiblement, elle a retrouvé une certaine joie de vivre. Le lendemain matin, après une nuit agitée, c'est lunettes noires obligatoires dans les allées du marché du village. À ses côtés, Marc essaye d'avoir des gestes tendres, mais son désir paraît à sens unique. Marina prend ses distances. Elle semble bien décidée à suivre les conseils de ses amis. Le lendemain matin, après une nuit agitée, c'est lunettes noires obligatoires dans les allées du marché du village. À ses côtés, Marc essaye d'avoir des gestes tendres, mais son désir paraît à sens unique. Marina prend ses distances. Elle semble bien décidée à suivre les conseils de ses amis. Bon, tu vas me raconter ton histoire de hier soir alors. Oui, histoire de quoi de hier soir? Tu me racontes ta soirée. Ah, eh ben, c'était super. Ça m'a fait du bien. Moi, c'est le genre de moment que j'ai besoin dans ma vie. Moi, j'ai fait pendant 7 ans. Maintenant, j'attends. Bon, maintenant, c'est à moi de faire pendant 7 ans. Non, j'ai plus envie. J'ai envie de m'occuper de moi, de prendre les choses à la légère. J'ai plus envie. J'ai plus envie, hein. Allez. Et à peine de retour à la maison, Marina repart rejoindre des copines. Malgré sa rudesse, le départ de Marina a peut-être fait l'effet d'un électrochoc. Faute de pouvoir la rassurer avec de l'argent, Marc a décidé de se retrousser les manches. Il se lance dans des travaux de jardinage, une tâche qu'il n'avait jamais accomplie jusque-là. J'ai les boules, mais bon, mais c'est vrai que je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire parce que j'ai honte de lui dire. Donc on va essayer de la surprendre un peu, hein. Tout doucement, hein, parce que ça va pas recommencer comme au début du jour au lendemain. Hein. Ça va être, falloir y aller mollo, quoi, mais on va la surprendre un peu de temps en temps jusqu'à ce qu'elle reprenne confiance. Donc il faut que je redevienne un gentleman. Marc va-t-il surmonter ses angoisses et réussir à reconquérir Marina? Elle lui a donné 1 mois pour surmonter son malaise face à l'argent. Ce matin, Philippe et Paula sont eux aussi à l'aube d'une révolution dans leur couple. Le ménage va disposer d'un salaire de plus, celui de Paula. J'ai signé ma promesse d'embauche pour le mois de septembre. Et je vais gagner enfin un peu d'autonomie au niveau de... oui, moi j'aurai un salaire enfin.
J'aurai des cotisations, des vraies. Je redeviendrai enfin une personnalité à part entière, quelqu'un qui apportera sa pierre à l'édifice. Et c'est ce que je voulais depuis le départ. Et c'est ce qui me posait d'ailleurs un petit peu problème. Donc là, on va dire que tout est résolu. Ce qu'attend aussi Paula de ce job et du salaire qui va avec, c'est qu'il modifie la répartition des rôles au sein de son couple. Oui. Il va falloir faire un peu de concession. C'est vrai que ça ne pourra pas être tous les jours arriver à la même heure qu'avant. Il y aura des jours, je pense, je serai obligé de temps en temps de rentrer plus tôt, quoi. Tout en considérant le fait qu'il garde quand même le salaire supérieur. On va essayer de ne pas trop le pénaliser non plus. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, on ne peut pas non plus mettre un frein à son activité parce que je reprends le travail. Donc je suis consciente aussi que je passerai quand même en second. À quelques jours de sa reprise du travail, Paula fait le tour de sa garde-robe. Depuis 8 ans qu'elle est femme au foyer, elle a toujours veillé à dépenser un minimum pour garder l'apparence d'une femme active. Les chaussures et les tailleurs ne manquent pas. Je ne me suis jamais laissée aller. Donc non, je me suis interdit justement, bien que quelquefois on est tenté, parce qu'après tout, à quoi bon s'habiller, se préparer, se pomponner si c'est pour faire un aller-retour à l'école. Mais non, je me suis bien conditionnée là-dedans et puis non. Comme ça, le jour où je reprends le travail, il n'y aura pas grand-chose à refaire, quoi. On ne remarquera pas spécialement une grosse différence. Ce soir, c'est Philippe qui garde les filles. Une première. Paula rejoint 2 amis dans un bar pour fêter son embauche. Ça va? Ça va? Tu vas trop galérer? Ses amis sont dans la même situation qu'elle, des mères au foyer en quête d'indépendance. Ouais, là ça y est, c'est bon, c'est officiel, je reprends le boulot en septembre. Alléluia. Non, je suis super contente. Non, moi je peux plus rester à la maison. C'est mort. C'est bon. Ah non, c'est trop. Là, moi j'ai tenu un an. J'ai tenu un an. Tu vois personne. Puis après, il y a le côté aussi financier. On va redevenir femme. Hein. Parce que moi je le dis souvent, c'est vrai qu'on met un petit peu notre vie de femme de côté. Et on aura d'autres sujets de conversation. Hein, on passera à autre chose. Après les couches culottes, ça va être les épisodes qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et voilà, maintenant on n'a qu'une envie, oui, c'est de reprendre le travail et d'avoir notre revenu à nous, de le voir intégrer le compte commun, un nouveau revenu, et voilà, donc vivement. Paula a prévu de commencer à travailler dans une semaine. Chez Vincent et Katitsa aussi, il y a un nouveau salaire. 4 mois après notre dernière rencontre, Vincent a retrouvé du travail. Il gagne aujourd'hui 1 000 € de plus que Katitsa. Va-t-il reprendre pour autant le contrôle sur les finances du couple? Pas si sûr. Est-ce que vous allez le laisser un peu gérer les sous? Bon, en fait, gérer... Faire les comptes, décider des dépenses et tout? C'est marrant. Et il gagne plus que vous en plus. Ah oui, mais c'est pas une question de gagner plus, c'est une question de dépenser intelligemment. C'est tout. En fait, c'est ça. Celui qui dépense le plus intelligemment, faut mieux qu'il garde ce rôle. C'est moi. À partir du moment où on a un rôle, que ce soit dans un groupe, dans un couple ou dans une famille, on développe un savoir-faire. Et on est convaincu que ce savoir-faire est évidemment le meilleur. Et comme l'autre ne fait pas la même chose, eh bien, il perd son savoir-faire. C'est comme si, vous voulez, deux personnes savent conduire dans un couple, mais c'est toujours un des deux qui conduit la voiture, et bien l'autre, il ne sait plus conduire. Donc, pour la gestion de l'argent, c'est la même chose. Plus elle va gérer l'argent, plus elle va savoir exactement le prix des choses, exactement comment épargner de telle et telle façon. Donc, ça va lui donner une supériorité. Depuis 10 ans qu'ils sont mariés, Vincent n'a semble-t-il pas la moindre intention de changer quoi que ce soit à la gestion du porte-monnaie du couple. On va pas changer, on va rester comme ça. Et puis Katitsa, elle fait ça bien. On arrive à avoir des choses quand même. Donc voilà, non. Votre niveau de vie va s'améliorer? Non.
ça sera toujours la même chose, mais on aura plus d'argent pour faire des autres choses, d'autres choses. Donc on peut dire que ça va s'améliorer dans certains points, mais pas dans la vie quotidienne. Dans la vie à moyen terme, on va dire. On peut envisager de partir peut-être plus en vacances, de faire un week-end peut-être supplémentaire à 2, parce que ça c'est important aussi. Donc voilà, ça va permettre de faire ça. Vincent a quand même une idée derrière la tête, réussir à convaincre Katiza de partir avec lui sous les tropiques. Chez Paula, un mois après sa reprise du travail, rien n'a vraiment changé dans la répartition des rôles entre elle et son mari. Même si elle a gagné son indépendance financière, à la maison, c'est toujours elle qui s'occupe des enfants. On se lève 1 heure plus tôt. C'est vrai que ça change de ce qu'on a pu connaître, parce que de toute façon, il y a une logique dans tout ça, c'est que quand même, je fais quand même moins d'heures de travail. Je ne peux pas, moi, prétendre à un travail avec la même planche horaire que mon mari, vu que c'est quand même lui le gain le plus important du foyer. Donc, faut le favoriser lui. Et puis bon, moi, je passe toujours en second, quoi qu'il arrive. C'est ça, celui qui a le plus gros revenu, celui qui a le pouvoir. Et voilà, moi, j'ai dû prendre un temps partiel. Tous les matins, comme avant, c'est elle qui dépose ses filles à l'école. La différence, c'est qu'ensuite elle se rend au travail. Elle est employée dans une entreprise de travaux publics. Elle s'occupe de l'administration. Après 8 ans d'arrêt, la reprise a été difficile. Mais pour rien au monde, Paula ne retournerait flâner au centre commercial. Ne serait-ce que de gagner un peu de pécule, pour moi, c'est de l'autonomie financière. Votre mari, il le prend comment? Il est clair qu'il souhaite me voir à la maison. Ça, je dis pas que c'est son plus grand rêve, mais pour lui, je sais pas, peut-être cette idée de l'homme qui travaille, la femme à la maison, avec son petit tablier, qui s'occupe des enfants. Enfin, il a peut-être un cliché comme ça dans la tête, un peu ancré. Mais une chose est sûre, c'est que c'était pas mon cliché à moi. Moi, mon cliché à moi, c'est bon, tous les deux on bosse. Et puis voilà, on a des enfants, on est épanouis. Certes, Paula se sent mieux dans sa peau. Mais ce salaire en plus dans la vie du couple ne lui épargne pas les corvées quotidiennes. Je suis déjà sur la route, mais je sens que je vais pas être à l'heure. C'est la course. Elle doit passer récupérer les enfants chez leurs grands-parents. Une fois rentrée à la maison, les tâches de femme au foyer l'attendent. Elle s'occupe des devoirs et prépare le dîner. Et Philippe, il fait plus de choses depuis qu'il est bosser ou pas? Je crois que le premier jour, il a essayé de m'aider. C'était un essai. Ça, bon, faut dire qu'il est crevé, quoi. Oh, c'est qui? Ce soir, Philippe a tout de même fait quelques courses. Mais comme à son habitude, il ne dit pas bonjour à sa femme. Tes chaussons, Ticia. Ce sont ses filles qui monopolisent toute son attention. Visiblement, Philippe a du mal à s'adapter. Il a d'ailleurs une petite idée derrière la tête pour amener sa femme à la maison, lui faire un autre enfant. Moi, je veux 3. Moi, je veux 3. Parce que c'est moins avoir un garçon, mais avoir 3. Si je fais un enfant, j'arrête tout, je fais comme les autres, paf, je me pose minimum pendant 3 ans, donc adieu boulot, carrière et compagnie. Alors on peut jouer à ce jeu-là longtemps. 3. Ah. C'est pas pour tout de suite, on va dire. Oui, c'est ça. Concernant le 3e enfant, l'affaire n'est pas jouée. Pour le reste, Philippe avoue lui-même s'en sortir plutôt bien. Au début, j'avais peur un peu que ça change, ma façon de vivre, quoi. Être obligé de rentrer plus tôt, être obligé d'aller chercher les gamins à l'école. J'avais peur un peu de ça. Là, elle est fatiguée, parce que bon, elle s'occupe toujours des gosses et elle travaille, mais elle est moins stressée. Compter à 2, c'est aussi savoir reconnaître ce que l'autre apporte. Et ça ne se mesure pas qu'avec de l'argent. Philippe en est-il bien conscient? Nous retrouvons Marc et Marina un dimanche dans le jardin d'un ancien couvent à côté d'Avignon. Gestes tendres, sourires, complicité. La visite témoigne d'un changement de climat total pour ce couple qui traversait une terrible tempête il y a un mois à peine. Je ne dis pas que vraiment je suis heureuse,
mais je me contente de ce que j'ai. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités ailleurs. Après, je pense que de mon côté, c'est plus de lâcher prise. Je sois moins sur lui. Moi, en fait, je me suis rendu compte que finalement, pour être vraiment heureux, on n'a pas besoin spécialement d'avoir plus d'argent que ça, comme je l'ai toujours pensé d'ailleurs. On peut être très bien avec la moindre petite chose. Je vois par exemple, tout bête, je suis rentré du travail, je suis passé devant un champ de tournesol. Voilà, j'ai coupé 4 tiges de tournesol. Je suis rentré le matin à 5 h, je l'ai mis dans le vase et elle a retrouvé ça en se levant le matin. Et puis voilà. Donc je me dis, pourquoi aller chez le fleuriste finalement, t'as pas besoin d'argent. Si on se surmonte de cette crise de pas mal d'années, on a vu dans 80 ans, on peut venir nous refilmer. Ouais, hein, parce que, voilà. Si ce n'est pas encore l'allégresse, au moins cette crise déclenchée par l'argent semble leur avoir permis de franchir un cap. La recette pour que l'argent ne soit plus un problème, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire c'est d'échanger le plus possible concrètement, sereinement autour de l'argent. Voilà. C'est-à-dire débarrasser l'argent de toutes ces représentations qu'il peut avoir, de pouvoir, de domination, d'oppression de l'un sur l'autre. On fait des comptes, on fait des colonnes, on se met d'accord sur ce qu'on dépense ou ce qu'on dépense pas, sur ce qui fait quoi. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est réglé, c'est à faire, à refaire. Mais comment dire, c'est désacraliser l'argent d'une certaine façon. Désacraliser l'argent, c'est la carte qu'ont choisi de jouer dès le début les jeunes mariés. Nous les retrouvons en pyjama le lendemain de la noce. Ils ont un peu mal au crâne, mais une surprise les attend. Avec une urne bien remplie, un mariage, ça peut rapporter gros. Oh, joli. Belle couleur. 100, 200, 300, 400. Ça, c'est les anciens, ça. Ils payent encore en liquide. Ah, ça, c'est nos collègues de boulot, ouais. Et aussi, ils payent en cash. Hein. Ah ouais? Waouh! Ah, ils ont dû faire une quête au boulot. Il y a 300 €, quoi. 350 €. Au total, ils récolteront près de 5 000 €, un tiers du coût du mariage. Et Pauline sait déjà comment les dépenser. Là, c'est que du bénéf, on va dire, donc ça va nous permettre de nous faire un petit plaisir et de partir en voyage, quoi. Et on enverra une carte à tout le monde pour les remercier. Depuis notre tournage, Vincent et Katitsa ont touché les 5 000 € gagnés aux jeux télévisés et Vincent espère enfin son week-end en amoureux. Marc a réglé ses problèmes d'argent, il peut désormais contribuer aux dépenses de son couple et faire plaisir à Marina. Grâce à leurs 2 salaires, Paula et Philippe sont en train d'acheter une grande maison. Quant à Pauline et Benjamin, ils attendent un heureux événement, leur premier enfant. Et on leur souhaite évidemment beaucoup d'amour, mais vous l'avez compris, il n'est pas toujours simple d'aimer quand l'argent est un sujet qui revient souvent dans la conversation. Comme Benjamin et Pauline, toutefois, 2 tiers des couples mettent tout en commun, tout leur argent en commun. Et plus les revenus des conjoints sont importants, moins ils ont recours au pot commun. On va parler de tout cela ce soir avec nos 2 invités. D'abord, Marie-Claude François-Laugier, psychanalyste, spécialiste du couple et de l'argent dans le couple. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et puis Jean-Luc Moreau, acteur, metteur en scène. Bonsoir, Jean-Luc. Je ne suis pas un spécialiste. Hein. Non, mais si vous êtes avec nous ce soir, c'est que dans l'essentiel de vos pièces, au théâtre, on raconte quand même le couple. C'est-à-dire que souvent en théâtre, il est question de couple et il est souvent question d'argent. Donc là, je suis dans le sujet. Alors on va revenir sur la personnalité, si vous voulez bien, que nous retiendrons peut-être le plus ce soir. Il s'agit de celle de Katitsa. Marie-Claude, on la présente comme une économe, cette femme. Elle le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans cette enquête, il faut dépenser intelligemment. Mais objectivement, vous diriez que ça confine à la radinerie? Elle contrôle tout, y compris son mari. Et elle le domine et elle est obsédée par les comptes quotidiens, ce que je trouve très ennuyeux pour un couple. Vous avez déjà vécu avec ce genre de femme, Jean-Luc? Non, mais j'ai connu un couple qui comptait tout. C'est-à-dire qu'ils avaient des petits carnets et puis ils comptaient tout. Mais ils comptaient tout, c'est-à-dire qu'ils pesaient le pain. Tu as mangé 30 grammes de pain, une douche. Ah oui, ils allaient jusqu'à... 4 francs. Un bain, Mon Dieu. 7 francs. Ils ont divorcé. Pour cette raison-là? Pour cette raison-là, parce qu'ils n'avaient plus de rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'était compté. C'était compté. Katitsa, elle parle beaucoup aussi du modèle du père qui faisait très attention justement à bien gérer l'argent pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Est-ce qu'on peut reproduire aussi le modèle parental et quitte à fragiliser son couple? Oui, si les parents étaient extrêmement modestes, s'ils étaient dans la peur du manque, et dans le souci quotidien, on peut avoir le désir d'être prudent toute sa vie.
mais on peut aussi s'inscrire exactement à l'inverse. J'ai vu des cas où on flambe, on gagne beaucoup d'argent, on veut gagner de l'argent, mais on le flambe pour ne pas être dans les comptes aussi, encore une fois, quotidiens et obsessionnels. Des couples qui tenaient comme ça des comptes d'apothicaire, vous en avez reçu, vous en recevez encore comme psychanalyste? Je ne reçois pas de couples vraiment qui viennent pour l'argent, mais l'argent surgit au bout de la 2e ou 3e séance, toujours. L'argent reste bien l'une des principales sources de disputes dans les couples aujourd'hui, et en particulier ceux qui nous regardent. 50% de couples sondés, en général, disent qu'ils ont des conflits sur l'argent, voire plus, et 88% qu'ils ont de vraies discussions qui peuvent entraîner au divorce. On va s'intéresser tout de suite à ce personnage, Marc, qui est très mal dans sa peau parce que sa compagne, vous l'avez vu, gagne 3 fois plus que lui. Il se dit impuissant à son bonheur, il se dit pas capable de lui donner ce qu'elle mérite réellement. Ce genre de situation un peu à l'envers de la norme, Jean-Luc Moreau. C'est mon rêve. C'est votre rêve, merci. Et ça vous inspire aussi? Mais oui, ça m'inspire. Moi, le hasard de ma vie fait que j'ai eu beaucoup d'enfants et donc j'ai eu quelques compagnes et j'ai travaillé pour tout le monde. Et donc j'envie. Il faut absolument que je rencontre cet homme. J'envie la situation d'être à la maison, de pouvoir jouer avec mes enfants et d'attendre ma femme en lui faisant des petits plats à la pain, à la moutarde et de dire chérie, arrive, viens, tu as travaillé, comment c'était ta journée. C'est mignon. Il va falloir le coacher, Marc, parce qu'il ne le vit pas du tout bien. Marie-Claude, il le vit comme une situation vraiment d'infériorité. Il est complexé, il se sent inférieur, il se sent sans pouvoir, il se sent en dette vis-à-vis de sa femme et il est très mal. Alors que, comme le dit très, très justement Jean-Luc Moreau, il devrait être heureux de ça. Je voudrais mettre en exergue une citation pour faire réagir l'homme de théâtre que vous êtes. Citation de Guitry, évidemment, pour parler du couple, de la femme et de l'homme. La réussite pour un homme, c'est d'être parvenu à gagner plus d'argent que sa femme n'a pu en dépenser. C'est merveilleux, ça. Ça fait penser, c'est anecdotique, mais c'est la période des soldes et c'est toujours comme c'est terrible pour un homme la période des soldes, puisque la femme vous dit j'ai vu les chaussures à 700 €, je les ai payées 350, donc je t'ai fait économiser 350 €. Alors ça va dans la pensée de Sacha Guitry, qui était quand même très très misogyne, hein, parce qu'il disait une femme, on commence par l'avoir dans les bras, puis après on l'a sur le dos. Hein. Les femmes qui deviennent quand même de plus en plus intéressées en vieillissant, c'est ce que vous racontez très bien dans votre pièce Les Conjoints. Regardez tout de suite cet extrait. Je vous accorde qu'à 18, 20 ans, elles se foutent de l'argent, après elles réfléchissent. La beauté chez une femme, ça lui donne des pouvoirs, des privilèges et même des droits. Et dans ce marché, c'est la loi du plus offrant. Le monde est comme ça, il est bien, il n'est pas bien. C'est pas la question, il est comme ça. Peut-on acheter les sentiments? C'est quand même très difficile. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages. On a percé, je pense, ce soir une zone interdite de l'intime au sein des couples. Vous avez vu cette galerie de portraits, ces situations qui reflètent un rapport à l'autre et à la peur du lendemain. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous nous retrouvons dans 15 jours. Merci encore pour votre fidélité et bonsoir.